En septembre 2018, sur une scène en Californie, Apple présente sa nouvelle montre. Un cardiologue monte alors sur scène expliquer une fonction inédite. La montre peut désormais enregistrer un électrocardiogramme, le tracé du cœur. C'est le genre d'examen qu'on associe à un cabinet médical avec des électrodes collées sur la poitrine, un papier millimétré qui sort d'une machine, et là, ça tient au poignet, sous un boîtier de quelques centimètres. Comment est-on passé d'un petit clip qui compte les pas, accroché à la ceinture en 2009, à un objet grand public que l'Agence du médicament américaine accepte comme dispositif médical en moins de 10 ans? C'est l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Celle des objets connectés en santé, ces fameux wearables, une histoire qui commence comme un gadget de geek obsédé par ses statistiques et qui finit dans des études cliniques publiées dans les plus grandes revues médicales du monde. Avec, au passage, beaucoup de promesses, quelques murs et une question qui n'est toujours pas tranchée. Entrons dans le vif du sujet. Posons le décor. Nous sommes en 2007. À San Francisco, deux ingénieurs, James Park et Eric Friedman, fondent une société. Au départ, elle s'appelle Healthy Metrics Research, puis très vite, Fitbit. Leur intuition tient en une seule phrase. Les capteurs de mouvement, les accéléromètres, sont devenus minuscules et bon marché grâce au smartphone. Alors pourquoi ne pas les mettre dans un objet qui mesure l'activité physique de tous les jours ? Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, l'idée de mesurer en continu ce que fait votre corps est presque exotique. Il existe un petit mouvement qu'on appelle le Quantified Self, c'est-à-dire le mouvement de la mesure de soi. Ce sont des passionnés globalement qui notent leur sommeil, leurs calories, leurs humeurs, leurs pas sur un cahier. Mais c'est un truc de niche. Compter ses pas au quotidien, ce n'est pas encore une idée grand public. C'est même un peu loufoque, vu de l'extérieur, certains se demandent à quoi ça sert. Alors le premier produit Fitbit sort en septembre 2009. C'est un petit clip qu'on accroche à ses vêtements avec un écran. Il compte les pas, estime les calories, suit le sommeil et surtout, il transmet les données sans fil vers une application. Et c'est ça, la vraie nouveauté. C'est pas le capteur en lui-même, mais le fait que vos données partent automatiquement quelque part, se transforment en courbes, en objectifs et en petites récompenses. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, une entreprise française joue une partition voisine. Il s'agit de Withings, fondée en 2008 près de Paris, qui lance en septembre 2009 la première balance connectée en Wi-Fi. Vous montez sur la balance, votre poids part tout seul dans une application. Withings va ensuite sortir un tensiomètre connecté, puis un tracker d'activité. Petit clin d'œil au passage, la French Tech était dans la course dès le premier jour. Alors vous voyez le fil rouge. À cette première étape, l'objet connecté santé, c'est du bien-être, du fitness. On vous donne un miroir chiffré de votre vie quotidienne. Il n'y a rien de médical encore. Personne ne prétend diagnostiquer quoi que ce soit. Et c'est exactement ce point qui va devenir la grande tension de toute l'histoire. Pendant quelques années, ça marche très fort. Le marché du tracker explose, Fitbit devient le nom générique du secteur, un peu comme on dit un frigidaire pour un réfrigérateur. Sachez-le, c'est une marque. En juin 2015, l'entreprise entre en bourse et lève environ 732 millions de dollars. C'est une consécration. À cet instant, Fitbit est le roi incontesté de votre poignet. Mais un nuage arrive et il s'appelle Apple. La première Apple Watch sort justement en 2015. Au début, elle n'impressionne pas tellement sur le plan de la santé. C'est surtout une montre intelligente avec du fitness dedans. Sauf qu'Apple a une idée derrière la tête et des moyens colossaux pour la poursuivre. Posons-nous alors la vraie question. Qu'est-ce qui sépare un gadget de bien-être d'un dispositif médical ? La réponse est simple, les essais cliniques et la réglementation. Un dispositif médical, c'est un produit dont on prétend qu'il sert à diagnostiquer, surveiller ou traiter une maladie.
Et à partir du moment où vous prétendez ça, vous entrez dans le territoire de la réglementation. Vous devez prouver ce que vous avancez, apporter des preuves cliniques. C'est un monde qui est lent, exigeant, coûteux. Tout le contraire de la culture tech qui veut sortir vite et corriger ensuite. Et là, deux choses se produisent presque en même temps, en 2018 et 2019. D'abord, en septembre 2018, Apple dévoile l'Apple Watch série 4. Elle embarque deux fonctions inédites. Une qui détecte un rythme cardiaque irrégulier et surtout une application capable d'enregistrer un électrocardiogramme. La FDA accorde à ces fonctions une autorisation dite de novo. Ce terme veut dire que le dispositif est tellement nouveau qu'il ne ressemble à rien d'existant sur le marché. L'agence doit donc lui créer sa propre catégorie. Si c'est la première fois que vous entendez ce terme de novo, c'est normal que ça apparaisse un petit peu flou. Ça veut juste dire que vous apprenez quelque chose de nouveau dans ce domaine. Mais retenez l'idée. Apple devient en 2018 la première marque grand public à proposer un électrocardiogramme validé par le régulateur américain dans une montre du quotidien. Ensuite vient la preuve scientifique. Et c'est le moment le plus important de notre histoire. Apple s'associe à l'université de Stanford pour mener une étude immense, l'Apple Heart Study. Les résultats sont publiés fin 2019 dans le New England Journal of Medicine, l'une des revues médicales les plus prestigieuses au monde. L'échelle donne le vertige. Plus de 400 000 participants recrutés en 8 mois, entièrement à distance. Mais que dit cette étude ? Quelques chiffres marquants. Seulement 0,5% des participants ont reçu une notification de pouls irrégulier. C'est rassurant, car la grande peur était de noyer tout le monde sous des fausses alertes. Parmi ceux qui ont été alertés, puis ont accepté de porter un patch ECG médical pour vérifier, on a effectivement retrouvé une fibrillation atriale dans environ un tiers des cas. La fibrillation atriale, c'est un trouble du rythme cardiaque fréquent, c'est-à-dire un battement désordonné du cœur qui passe souvent inaperçu et qui augmente le risque de problèmes cardiovasculaires. Et plus de la moitié des personnes notifiées ont consulté un médecin à la suite de l'alerte. Alors, il faut prendre la mesure de ce qui vient de se passer. On vient de montrer à très grande échelle qu'un objet vendu en magasin peut repérer un signal cardiaque que la personne ignorait totalement. Le gadget de fitness vient de franchir une frontière. Maintenant, mettons quand même les choses en perspective sans tomber dans l'enthousiasme béat. On entend souvent que cette étude prouve que la montre sauve des vies. L'image est plus intéressante que ça. L'étude montre que la détection est possible et plutôt fiable quand l'alerte tombe. Elle ne montre pas, en revanche, que dépister tout le monde réduit les infarctus ou les AVC à l'échelle d'une population. Ce sont deux questions différentes. Détecter un signal et améliorer la santé des gens, ce n'est pas la même chose. Et on y reviendra. Et Fitbit dans tout ça ? Le pionnier se fait peu à peu rattraper puis dépasser par la puissance de feu d'Apple et de Samsung. En novembre 2019, Google annonce son intention de racheter Fitbit. L'opération se conclut en janvier 2021 pour environ 2,1 milliards de dollars après une longue revue des autorités de la concurrence inquiètes de l'accès de Google à des données de santé aussi intimes. L'icône du Quantified Self entre dans le giron d'un géant de la donnée. Une page se tourne alors. Mais alors comment ça marche vraiment ? Faisons une petite pause technique, parce que c'est là que beaucoup de personnes se perdent un petit peu et c'est dommage parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Comment une montre lit-elle votre cœur ? Il y a en réalité deux technologies différentes et les confondre, c'est rater toute la nuance de cette histoire. Pour comprendre la première technologie, faisons une analogie. Imaginez que vous braquez une lampe de poche sur le bout de votre doigt dans le noir. La lumière le traverse un peu et il devient rougeâtre. Maintenant, à chaque battement de cœur, une vague de sang arrive dans vos vaisseaux et la quantité de lumière qui ressort change très légèrement. Si vous mesurez ces variations, vous pouvez donc compter les battements du cœur. C'est exactement ce que fait la petite lumière verte à l'arrière de votre montre. Le vrai terme, c'est le mot photoplétismographie. Mot horrible, mais idée simple. On mesure le flux sanguin avec de la lumière.
C'est cette méthode qui donne votre fréquence cardiaque en continu et qui repère indirectement un pouls irrégulier. Deuxième technologie, l'électrocardiogramme, et là c'est autre chose, votre cœur fonctionne à l'électricité, chaque battement est déclenché par une petite impulsion électrique qui parcourt le muscle. Un électrocardiogramme, c'est l'enregistrement de cette activité électrique. Donc voici comment la montre s'y prend en quelques étapes. Premièrement, un capteur se trouve au dos de votre montre, contre votre poignet. Deuxièmement, un autre capteur est caché dans la couronne ou le cadre, celui que vous touchez avec le doigt de l'autre main. Et troisièmement, en posant ce doigt, vous fermez un circuit électrique qui passe d'un bras à l'autre à travers votre cœur. Quatrièmement, la montre lit la minuscule différence de tension entre ces deux points. Et enfin, elle reconstitue un tracé. Une précision honnête s'impose ici. Ce que fait la montre, c'est une seule dérivation. On dit aussi ECG monodérivation. Un seul angle de vue quelque part. À l'hôpital, un électrocardiogramme complet en utilise 12. 12 angles différents pour voir le cœur sous toutes ses facettes. La montre n'est donc pas un cardiologue de poche. Elle est très bonne pour vous orienter, repérer une fibrillation atriale, mais aveugle sur plein d'autres aspects de la cardiologie. Gardez ça en tête, évite à la fois le rejet et le fantasme. Reculons d'un pas, c'est le cas de le dire, pour regarder le tableau ensemble. Le marché est devenu énorme. Selon le cabinet IDC, environ 538 millions d'objets connectés ont été expédiés dans le monde en 2024. Le poignet s'est banalisé. Mesurer son cœur, son sommeil, son oxygène n'a plus rien d'exotique. Car en chemin, les capteurs se sont multipliés. La saturation en oxygène, la fameuse SpO2, dont on a tous entendu parler pendant la pandémie. Le suivi du sommeil avec ses phases. La variabilité de la fréquence cardiaque. Certaines montres proposent aujourd'hui d'estimer la température, de repérer les signes de stress. L'objet de fitness s'est transformé en petit laboratoire de surveillance porté en permanence. Voilà le paysage posé sans verdict. À vous de sentir ce qu'il y a de fascinant, ce qui reste fragile dans cette accumulation de données autour de votre poignet et aussi, plus récemment, autour de votre doigt. Alors, quelle est la prochaine frontière et y a-t-il un mur ? Deux Graal font rêver l'industrie. La tension artérielle mesurée en continu sans brassard et surtout la glycémie sans piqûre, c'est-à-dire mesurer le taux de sucre dans le sang sans percer la peau. Pour les centaines de millions de personnes diabétiques, ce serait une vraie révolution. Sauf que la réalité est têtue. En février 2024, la FDA a publié une mise en garde sans ambiguïté. N'utilisez aucune montre ni aucune bague connectée pour mesurer votre glycémie. La raison est simple. À ce jour, aucun de ces objets n'a démontré qu'il pouvait mesurer le sucre dans le sang de façon fiable sans piquer la peau. Et une mesure fausse pour un diabétique qui ajuste son insuline en conséquence, ce n'est pas un gadget imparfait, c'est un danger. Ce point résume tout l'écart qui traverse cette histoire, l'écart entre la donnée et l'utilité clinique réelle. Capter un signal, c'est une chose. Que ce signal change quelque chose pour la santé d'une personne sans créer d'angoisse inutile ni de fausses alertes, c'en est une autre. Et c'est sur cette ligne de crête que se joue la suite. Si vous ne devez retenir que quelques idées de cet épisode, les voici. 1. L'histoire des wearables est un long glissement du gadget de bien-être qui compte les pas vers l'objet que le régulateur accepte comme dispositif médical. Fitbit a ouvert la voie en 2009, Apple a franchi la frontière médicale en 2018 et 2019. 2. Ce passage repose sur deux piliers. Une autorisation réglementaire, l'ECG validé par la FDA, et une preuve scientifique à grande échelle, l'Apple Heart Study et ses plus de 400 000 participants publiés dans le New England. 3. Sous le capot, deux technologies à ne pas confondre et à essayer de comprendre pour se rendre compte de toute la complexité de ces outils et à quel point ces technologies miniaturisées peuvent être fascinantes. Et enfin 4, la grande question qui reste ouverte, détecter un signal n'est pas la même chose qu'améliorer la santé. Le prochain Graal, la glycémie sans piqûre, bute encore sur ce mur de la fiabilité.
Alors je vous laisse avec une question. Le jour où votre montre saura mesurer 10 fois plus de choses sur votre corps, qui devra regarder ces données? Vous, votre médecin, un algorithme? Certainement qu'on en reparlera à ce moment-là. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode spécial de Tech Anatomy. À bientôt.